Merci à tous les quatre d'être là. Je vais commencer avec vous, Isabelle, parce que bon, le thème de notre deuxième table ronde, c'est pourquoi certains jeunes basculent dans le djihadisme. Et je voudrais pas qu'on fasse un lien direct entre les jeunes qu'on vient de voir et les jeunes qui basculent dans le djihadisme. Vous vous battez depuis assez longtemps, justement, pour déconstruire les clichés de part et d'autre, hein, du problème. Et je pense, on sent bien dans la façon dont vous filmez ces jeunes, qu'à la fois il y a beaucoup de problèmes qui sont évoqués par eux-mêmes, vous leur donnez la parole, et on sent bien que vous y êtes attachés. Oui, d'abord parce qu'ils sont très attachants. Il est vrai que quand le documentaire a été diffusé dans une soirée continue sur France Télévisions, il a malheureusement été mis sous un thème qui était qui sont ces jeunes qui partent faire le djihad, alors que les jeunes que nous avons filmés dans ce film et qui est le résultat d'un travail qui a été commencé il y a plus d'une dizaine d'années, ne sont pas, d'après ce que nous on a pu voir, des candidats au djihad. Mais pour répondre au sujet qui est posé par le thème de cette table ronde, pourquoi est-ce qu'ils sont, ces jeunes, en général attirés par l'extrémisme, l'islamisme, le populisme? C'est très difficile d'avoir une réponse, si ce n'est de dire qu'il y a une perte terrible de repères. Une perte de repères, et que nous, ce qu'on a pu constater, puisque nous avons filmé notamment 7 jours après les attentats de Charlie, c'est qu'il y avait des réactions à la fois qui pouvaient être très violentes, du style c'est pas bien de tuer, mais finalement les journalistes l'avaient pas volé d'une certaine manière. Et puis donc il y a cette perte de repères, il y a cette perte de repères aussi chez eux, à la maison. Et en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des jeunes qui sont eux-mêmes victimes de terribles préjugés, qui vivent dans un ghetto. C'est ni plus ni moins un ghetto, et qui peuvent, selon leur fragilité, aussi à une période de l'adolescence, basculer dans l'horreur et dans l'extrémisme et dans le djihadisme, et qui sont aussi, je crois qu'on l'entendra après, approchés. Ils sont Internet est une source terrible de confusion et d'attraction pour ces jeunes. Mais les gamins qu'on voit dans ce film que vous avez interviewé, et pour certains que vous avez suivis pendant des années, on a l'impression qu'ils ne demandent que ça, à se sentir français. Je pense que oui, parce que même au fil du temps du tournage, on a constaté qu'il y avait une amélioration de la situation. On a constaté aussi que quand on les sortait de leur ghetto, quand on les amenait ne serait-ce qu'à Paris, lorsqu'on leur faisait visiter des institutions, ils changeaient un peu d'appréhension aussi sur leur propre image, la manière dont eux-mêmes pouvaient être vus à l'extérieur. Et le sentiment que nous avons eu, c'est que malgré ce qui est terrible qu'on voit à l'écran, qui est qu'on demande à une classe de 30 élèves qui est français, tout le monde lève le doigt, on dit qui se sent français, il n'y en a quasiment plus un, et bien on se rend compte que ces jeunes, c'est aussi une matière en pleine évolution, et qu'il faut assez peu de choses pour les faire basculer du bon côté. Rudi Reichstadt, ces jeunes, comme beaucoup de jeunes, hein, mais peut-être plus particulièrement encore de façon un peu plus cruciale dans ces classes et dans ces ghettos, puisque c'est le mot qui est utilisé, sont particulièrement vulnérables, sensibles, courtisés par les conspirationnistes. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site Conspiracy Watch. .info, c'est ça. Oui, ils sont plus vulnérables pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils sont jeunes et qu'ils ont moins de matériel intellectuel, tout simplement, à opposer à la séduction conspirationniste. Et puis parce que les théories du complot, ce sont des produits cognitifs très séduisants, parce que si vous voulez, dans une théorie du complot, lorsque vous y adhérez, d'abord vous avez l'impression de découvrir la solution d'une énigme, ça produit un plaisir cognitif très, très fort, et ensuite vous avez l'impression d'être un initié, d'avoir compris le dessous des cartes, d'avoir compris des choses que le commun n'a pas compris. Et quelque part, ça peut être très gratifiant. Vous voyez, en classe, de pouvoir tenir la dragée haute à son professeur après avoir visionné une vidéo d'Alain Soral, par exemple, qui vous explique en 1 heure la Révolution française, les 2 guerres mondiales et le 11 septembre, par le complot juif, eh bien, c'est avoir une clé universelle comme ça de compréhension du monde. Et puis, sans doute que la jeunesse, c'est l'âge de la vulnérabilité, mais c'est l'âge aussi
de la transgression. Et au travers du conspirationnisme, il y a aussi cette remise en cause de la parole, alors officielle, des paroles d'autorité en général. Les grandes instances d'autorité, la parole politique, la parole de la science, la parole scientifique, la parole des journalistes, de la presse, et sans doute que ça joue aussi très très fortement. Et puis, sans doute, si vous voulez, qu'il y a l'envie de se distinguer, quoi, à travers l'idée de ne pas être pris comme les autres. Vous savez, il y a tout un langage conspirationniste autour des moutons que nous serions tous. Et puis, face aux moutons, il y a ceux qui ont compris. Il y a ceux qui sont éclairés, qui ont les clés, comme vous dites, de compréhension. Est-ce que ce rôle gratifiant, c'est aussi pour certains une façon de comprendre un monde dont le sens nous échappe? On en parlait dans la table ronde précédente, cette quête de sens. On ne comprend plus le monde dans lequel on vit, on ne comprend plus, il n'y a plus de repères identifiables. Est-ce que finalement, la grande théorie de conspiration qui repose dans 95% des cas sur un prétendu complot juif mondial, est-ce que c'est une façon pour eux de donner du sens à une société qu'ils ne comprennent plus? Oui, je crois que c'est un côté très rassurant, si vous voulez, l'idée que, alors il y a le complot juif, mais ce qui est très populaire chez les jeunes, c'est le complot Illuminati. C'est pas directement antisémite, c'est quand même le complot de la société secrète mondiale, comme ça, qui tirerait les ficelles de l'économie, de la politique, partout. Si vous voulez, ça réintroduit de la maîtrise sur là où il y a de l'immaîtrisable. Ça met un pilote dans l'avion. Là où, finalement, la mondialisation, on essaie de la contrôler avec le G20, le G8, avec les succès mitigés qu'on connaît. Et on voit que ça ne fonctionne pas forcément très bien, cette gouvernance mondiale qu'on voudrait mettre en place. Et en réalité, il n'y a pas de pilote dans l'avion, mais se dire que, quelque part, tout ce qui se passe est le produit d'une volonté, d'une intention, et que des gens sont là, alors sans doute pour le pire, mais qui sont quand même là et qui contrôlent ce qui se passe, ça a quelque chose de rassurant. Voilà. Maintenant, je crois que, puisqu'on parlait des jeunes, notamment des jeunes de banlieue, avec qui il y a des problèmes identitaires, je crois que dans l'idée, vous savez que cette séquence terroriste qu'on est en train de vivre, que ces attentats sont des false flags, des opérations sous faux drapeau. C'est-à-dire qu'en réalité, ces attentats sont pilotés, dirigés, planifiés, organisés par nos propres services secrets. Ou que quand bien même ils auraient été organisés par Daesh ou Al-Qaïda, de toute façon, derrière Al-Qaïda et Daesh, il y a la CIA, le Mossad, nos propres services de renseignement. Ça a quelque chose de très consolateur. Il y a une fonction consolatrice de la théorie du complot, parce que finalement on se dit que tout ça, ça n'est pas l'islam, ça n'est pas l'islamisme, et ça n'est pas l'islam, et que c'est un complot contre les musulmans, contre l'islam. Parce qu'on a là une réalité qui est très dure à assumer. En janvier 2015, et depuis janvier 2015, singulièrement, c'est pas évident, ça ne doit pas être évident d'être musulman en France. C'est très violent. Et je comprends qu'on puisse vouloir se réfugier dans quelque chose qui est de l'ordre un dessein supérieur. Oui, c'est ça. Et supérieur, et surtout de retourner, si vous voulez, les responsabilités, de dire, mais nous, on est victimes de ça. On est les premières victimes de ça, parce que ça n'est pas l'islam. Et au travers de ces attentats, c'est en réalité les musulmans et l'islam qui sont visés. Voilà. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à être perméables à ces théories complotistes. Les jeunes adultes le sont également, dans tous les milieux d'ailleurs. Ces théories du complot, évidemment, sont démultipliées par les nouvelles technologies. Absolument. Internet, si vous voulez, ça a eu un effet à la fois... ça a permis une vitesse de circulation de ces choses-là absolument inédite. Pour vous donner un exemple, après les attentats du 11 septembre 2001, il a fallu à peu près 3 semaines pour voir apparaître les premiers arguments complotistes et remettant en cause la réalité des faits. Le 7 janvier... C'était dès le lendemain, quasiment. C'est le jour même. Le jour même, on a même un texte de Thierry Messant, des informateurs professionnels sur la toile, qui explique que ça n'est pas un attentat djihadiste, que ça ne peut pas être un attentat djihadiste, et qu'il faut sans doute chercher les responsabilités du côté de Washington ou Tel Aviv. Et pour le 13 novembre, l'assaut contre le Bataclan a été donné par les forces de l'ordre un peu après minuit 20. Les premiers tweets complotistes que j'ai pu observer, ils datent de 22h35.
C'est-à-dire que les événements sont ils sont encore en cours. Il n'y a même pas le début d'un commencement d'articulation de version officielle, qu'il y a déjà cette mécanique complotiste qui se met en branle et qui relève maintenant du réflexe pavlovien. Donc Internet, ça a à la fois accéléré ces choses-là, et ça aussi servi de caisse de résonance, c'est-à-dire que ça a sorti tout un matériel indissociablement complotiste et antisémite du ghetto idéologique dans lequel ces choses-là étaient confinées pendant longtemps. C'est-à-dire que pour se procurer les protocoles des sages de Sion, si vous voulez, le grand faux complotiste antisémite du XXe siècle, il fallait aller dans des librairies d'extrême droite, il fallait soi-même évoluer dans une mouvance, dans une galaxie d'extrême droite, clairement. Aujourd'hui, en quelques clics, vous y accédez, et sans même le chercher, vous pouvez y accéder, on peut vous le suggérer, par l'effet des algorithmes, et Jonathan connaît ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Hélène Leuillet, maintenant qu'on a entendu tout cela, là, je pose la question à la philosophe et la psychanalyste. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en philosophie morale et politique à Paris-Sorbonne, entre autres titres encore de votre long CV. De quoi, pour ces jeunes, alors pas forcément ceux qu'on a vus là, mais pour ces jeunes qui basculent dans le djihadisme, et parfois très vite, de quoi le djihadisme est-il le nom pour eux ? Oui, alors vous avez raison de rappeler que c'est un phénomène qui ne concerne pas seulement les jeunes qu'on a vus, qui est en emploi. Enfin, il y a une attractivité très grande pour le djihadisme et de manière générale pour les idéologies, je dirais, qui ont cet avantage de présenter un non radical. Alors, le non radical à l'ordre établi, bon, il faut voir que le non, c'est quand même déjà quelque chose qui appartient de droit à la jeunesse, en quelque sorte. Enfin, dans le renouvellement des générations, il est vrai que chaque génération a en quelque sorte à faire le tri, à discriminer entre ceux qu'ils vont garder, ceux qu'ils vont rejeter, puisqu'ils vont transformer. Mais il y a des moments, effectivement, dans l'histoire où la jeunesse est attirée par ceux qui disent un non radical. Et là, on est fondé quand même à parler de nihilisme, de l'attrait pour le nihilisme. Je sais qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce terme. C'est pas du tout dire qu'il n'y a pas de but, que ce sont des idiots qui ne réfléchissent pas. C'est pas ce que ça signifie. C'est au contraire, d'ailleurs, une très grande tradition critique. Et c'est pour ça que ça séduit bien au-delà des jeunes qui sont en difficulté. C'est une grande tradition critique qui correspond donc à la fonction critique de la jeunesse en général, mais qui a cette spécificité, au lieu de présenter un programme de tri en quelque sorte, comme je disais tout à l'heure, qui a ce programme de dire qu'il faut, de ce but, pas un programme justement, ce but de dire il faut en passer par le rien, nihil. Il faut d'abord tout détruire. Et là, l'islamisme, entre autres, le djihadisme, apporte en quelque sorte une solution. Rapprochez un petit peu le micro. Oui, pardon. Et une solution pour deux raisons, je dirais. D'une part, parce qu'il propose une critique totale de la société mondiale, et d'autre part, un soutien à cette critique. La critique, il y a deux choses. D'une part, sur le plan géostratégique, Ben Laden, quand même, fonde Al-Qaïda à la chute du mur de Berlin. Il comprend très bien, en stratège, la place à prendre du marxisme qui déserte. Et on voit très bien, Philippe-Joseph Salazar vient d'en parler, l'argumentaire djihadiste, de ce point de vue, critique de la société de consommation, de la place de l'objet, avec un maître mot, critique du capitalisme, un maître mot, l'idolâtrie, comme il l'a dit, idolâtrie de l'objet qui glisse jusqu'à l'idolâtrie de la vie, alors, qui n'est pas non plus spécifique, c'est-à-dire que toutes les grandes idéologies eschatologiques, messianiques, ont toujours été jusqu'à dénoncer l'idolâtrie de la vie. Mais l'avantage du djihadisme par rapport à des idéologies laïques, comme on en a pu en connaître, c'est qu'il propose un soutien. C'est qu'à partir du moment où il y a un texte, révélé, alors complètement tronqué, ça je ne vais pas refaire la démonstration évidemment du dévoiement de l'islam, de toute façon sur Dar el-Salam, il est bien dit, enfin la revue française de Daesh, que quand on leur reproche de ne pas y connaître l'islam, ils disent bien qu'ils sélectionnent de toute façon dans les enseignements du prophète ce qui concerne la fin des temps. Donc, quand on est dans cette problématique de se mettre au service des fins dernières, ce qui est évidemment très attrayant pour la jeunesse, parce que la critique est totale, ça donne une sorte de finesse critique, en quelque sorte, radicale, comme vous le disiez pour le complotisme, qui est une clé pour... Et en plus, un soutien, c'est-à-dire une promesse. Alors là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais il se trouve que ça rejoint aussi, puisque je suis aussi psychanalyste, des grandes problématiques de l'adolescence.
des grandes problématiques de l'adolescence. Bon, je vais pas pour faire vite. Bon, l'adolescence, comme chacun sait, c'est un grand temps de remaniement subjectif. C'est l'intrusion du désir pour un sujet, et du désir au sens large aussi, que faire de sa vie. Hein. Et puis c'est le débordement par les pulsions. Et pas seulement les pulsions de vie, mais aussi la pulsion de mort, hein, qu'on a tendance un peu à oublier dans nos sociétés. Et ça, effectivement, sur les sites de recrutement, on dit nos sociétés sont des sociétés bisounours. Et oui, c'est vrai que cette chose-là, ce rapport de l'adolescence à la mort et de la jouissance de la mort, on ne sait plus trop comment en parler. Et alors là, effectivement, il y a un boulevard pour l'islamisme qui donne un cadre, effectivement, un cadre que les adolescents recherchent pour pouvoir symboliser les pulsions, un cadre, un commandement, il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent, les adolescents. Ils ont trouvé un apaisement. Ils ont trouvé un apaisement dans le recrutement. Et donc, dans ce cadre, qui est le commandement, et puis en même temps, une solution pour les pulsions. C'est-à-dire une séparation, pulsion de vie, pulsion de mort, une désintrication, en quelque sorte, et une autorisation de libérer la pulsion de destruction et d'autodestruction, avec la promesse d'une jouissance, de cette jouissance. Le paradis promis, c'est simplement l'abolition de la subjectivité. Tous les problèmes sont réglés. On voit bien des névrosés aussi être ravis. Vous savez, quand il n'y a plus de questions à se poser sur sa vie, dans la vie, on sait très bien, ça ne va jamais tout à fait comme on veut, en général. Enfin, là, au moins, il y a une solution radicale. Alors, peut-être deux remarques par rapport à ce que vous disiez pour prolonger votre propos. La première, c'est que vous dites effectivement, il y a un cadre et il y a un soutien, mais il y a aussi une solution de remplacement par rapport à la société qu'ils entendent détruire. Est-ce que ces jeunes se sentent, alors qu'ils se sentent portés par une négation radicale de la société, de consommation, le système, etc., l'adoration de l'objet, qu'ils se sentent soutenus par ce cadre et valorisés par ce cadre d'accord, mais est-ce qu'ils idéalisent également ce qui leur est proposé par le califat comme société de remplacement, qui est quand même un projet de société de soumission de l'être, que ce soit la femme évidemment être inférieure, mais même la soumission de l'être à la puissance du pouvoir central qui est censé descendre directement de Dieu. Oui, alors à la fois oui et non. C'est-à-dire non au sens où ce n'est pas un programme. C'est-à-dire qu'ils ne l'entendent pas comme un programme. Oui, au sens où ça leur paraît le monde parfait. C'est-à-dire qu'ils l'assument comme étant le monde parfait. Et dans la mesure où eux, de toute façon, ils vivent à la fin des temps, c'est très clair, ils vivent à l'état. Donc, en gros, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est de permettre que ceci advienne un jour. Un jour que ceci advienne, donc on n'a même pas à s'embarrasser du programme, à se dire finalement, est-ce que c'est vraiment la vie dont je rêverais pour mes enfants, mais tout ce qui est notre problématique de moyens fins, de problématique de vie, je dirais. Ça, c'est, quand on parlait des valeurs tout à l'heure, il faut voir que finalement les valeurs, elles sont pas loin à chercher. Les valeurs, elles sont là-dedans, c'est-à-dire est-ce que pour moi, est-ce que pour mes enfants, je souhaiterais une vie comme ceci ou comme cela? Ça, c'est déjà une valeur parce qu'on réfléchit là en termes de fins et de moyens. Là, les témoignages qu'on a sur les jeunes qui sont recrutés, ça va beaucoup plus vite. C'est de toute façon, il faut d'abord détruire ceci. Et après viendra le monde parfait. Donc on n'a même pas à s'interroger sur ce type de perfection. Elle est parfaite, c'est tautologique. Le non radical correspond à un oui tautologique. Oui à ce qui adviendra après. Nous, notre but, pour l'instant, c'est de détruire ce qui est, et après, et donc avec cette jouissance, de se mettre au service des fins dernières, et de jouissance du type de mort dans laquelle ils sont pris, jouissance vraiment de la pulsion de destruction et d'autodestruction. Parce qu'il faut voir aussi quelles sont pas entrer dans le détail des manières de tuer et de se tuer, c'est-à-dire vraiment dans une sorte de dissolution dans le grand tout. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui et non, quoi, en quelque sorte. Et deuxième question, on parle beaucoup, et on en parle là ce matin, effectivement, de ces jeunes, très jeunes, 14, 15, 16 ans, qui glissent dans le djihadisme, qui partent, qui quittent le domicile de leurs parents, qui partent en Turquie et parfois arrivent à passer en Syrie. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ceux qui sont revenus et qui ont perpétré les attaques les plus meurtrières, ce ne sont plus des adolescents, ce sont des adultes qui ont, alors pour le plus jeune, 22, 23 ans
ans, on peut considérer qu'on est déjà un adulte et qui ont parfois 27, 28 ans. Ceux qui ont perpétré les attentats du 13 novembre, ceux qui étaient le 22 mars à Bruxelles, ceux qui ont attaqué dans d'autres pays, par exemple à Bamako ou à Sousse en Tunisie, c'était des adultes. Ah oui, des guerriers, tout à fait, vous avez raison. Hein. Oui, c'est ça. Pour nous, enfin, pour savoir quelle position adopter, il y a deux choses. Hein. D'une part, il y a effectivement les très jeunes, où on peut là être dans une problématique, je dirais encore éducative, pédagogique, au sens large, parce que l'attrait est certain, et donc il y a pour nous une sorte de position à adopter sur la relation qu'on peut avoir à ces jeunes. Mais il est sûr que ça ne concerne pas seulement les jeunes. Je pense que le recrutement, il a lieu dans la jeunesse. C'est-à-dire que ces guerriers, ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils n'ont pas été recrutés récemment. C'est des gens qui sont depuis très longtemps dans le réseau. C'est-à-dire le recrutement, selon toute vraisemblance, il a lieu dans la jeunesse. Mais il est sûr que pour perpétrer des attentats comme ceux-ci, il faut être un guerrier avéré. Et justement, le point le plus énigmatique pour nous, c'est le passage entre l'idéologie et le passage à l'acte. L'idéologie, elle peut brasser large, mais l'adhésion à l'idéologie est une condition nécessaire, mais elle n'est pas une condition suffisante. Surtout quand on est adolescent, on peut effectivement fantasmer beaucoup de choses. Et puis être incapable, enfin c'est pas si facile quand même de libérer l'interdit de tuer. Enfin je veux dire, il faut pouvoir passer à l'acte. Et là, une fois que la bascule est faite, en revanche, c'est très difficile de revenir en arrière. Hein. On l'a bien vu, on l'a vu avec les nazis, par exemple. La bascule est faite, on ne revient pas sur l'engagement dans ce type de pulsion de destruction. D'où, après, le fait qu'on progresse dans la guerre et dans la hiérarchie guerrière pour perpétrer des attentats comme ceux que nous avons connus. Ouais. Oui. Oui. Très rapidement, c'est que les jeunes que moi j'ai rencontrés, en particulier les filles, effectivement, il n'y a pas vraiment un plan de vie sur ce que peut offrir l'État islamique. Elles vont trouver un garçon parce que chez elles, elles peuvent pas sortir, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles peuvent pas. Et on va leur proposer, c'est ça qui est dramatique, des jeunes filles, on va leur proposer le mariage avec un garçon, et puis elles réfléchissent pas forcément en plus. Et par ailleurs, sur la manière d'être approchées, moi, beaucoup de jeunes, et en particulier des jeunes femmes qui, parce qu'elles mettaient sur Facebook, par exemple, une image du Coran, disaient que immédiatement elles étaient approchées. Ou alors, un autre biais, les cours d'arabe. Par exemple, on nous a dit, dans les cours d'arabe, il y a des jeunes qui nous ont dit, on est quand même dans l'idée qu'on inculque à tous ces jeunes qui vont apprendre l'arabe que les musulmans sont détestés en France. Et elle l'explique très bien, c'est une scène du film, qu'à partir de là, il y en a qui s'imaginent qu'ils sont haïs par toute la communauté nationale et que finalement, le seul recours, c'est le djihad. Et donc, moi, ce qui m'a frappé dans ces petites expériences sur ces années, c'est à quel point c'était simple, quoi. C'était facile. Alors après, je crois que vous savez ça beaucoup mieux que nous, mais le passage à l'acte, ça doit être pour tuer, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, être approché, tuer aussi, hein. Tuer et se tuer. Mais en tout cas, rentrer là-dedans et être séduit et être prêt à partir, c'est d'une simplicité qui est effrayante. Alors justement, Jonathan Usan, sur cette simplicité, sur cette facilité, rapidité, et on va entendre aussi votre point de vue, Rudy, sur ça, cette facilité avec laquelle des jeunes peuvent être approchés par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter, etc., et basculer dans le djihadisme. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme d'adultes inquiets? Et puis, comment protéger les jeunes de cela? Est-ce qu'il faut réglementer la toile? Alors, poser cette question, c'est se poser la question de savoir si Internet est contrôlable. Est-ce qu'on peut contrôler Internet? Alors la réponse est oui. La réponse est non? Oui. D'accord. Vous avez des équipes qui se sont posées cette question au début d'Internet, au tout début. Sont des gens d'extrême droite, sont des gens de groupes radicaux et radicalisés, et qui se sont dit comment allons-nous porter tous ces messages qu'on vient d'entendre et utiliser le véhicule Internet pour l'apporter au plus grand nombre. Et là, ils ont un outil extraordinaire, parce que avant Internet, on pouvait encore censurer des choses. Et voyant qu'ils ne pouvaient pas passer par le haut, ils se sont dit, on va rentrer dans les foyers par le bas. Tout le monde a un ordinateur, aujourd'hui tout le monde a un smartphone, on va pouvoir véhiculer nos idées, rentrer chez les gens, contaminer les esprits et pervertir. Et vous parliez de cibles de 14 ans. Moi, j'ai travaillé sur des groupes qui s'appellent Kriegsberichter, reporters de guerre, qui sont des néo-nazis suédois et qui ont mis en place des labels de musique et tout ce qui peut représenter un attrait pour la jeunesse. Et en interview, ils parlent clairement, ils disent clairement, ce qui nous intéresse,
ce sont les adolescents de 14 ans. Parce que si on les a à 14 ans, on arrive à les capter à 14 ans, à 20 ans, ce sont des militants extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est à ça que nous devons faire face. On a des militants de 20, 22, 23 ans, mais qui ont été nourris depuis maintenant 10 ans par les Alain Soral, par les Dieudonné, par cette haine constante véhiculée sur les réseaux, et qui a créé une espèce d'hybride d'internautes qui est très perméable aux idées conspirationnistes d'un côté, qui est très consommateur d'informations, mais de la mauvaise information. Alors oui, il y a des choses à faire sur Internet. Il y a des gens qui doivent normalement rendre des comptes sur ce qu'ils laissent véhiculer. Okay. Parce que tout ça, ça reste quand même un business. Vous avez des hébergeurs de sites Internet. On peut se poser la question, par exemple, d'OVH, hébergeur français, qui héberge maintenant depuis des années le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, pour des raisons purement financières, parce que c'est le premier site et le premier blog politique de France, avant Mediapart, avant tout ce que vous pouvez imaginer. Vous ayez un ordre d'idée. Ce sont des heures et plus de 900 heures de vidéos consommées de façon immodérée. Voilà. Et il n'y a aucun filtre. Alors on peut se poser la question de l'hébergement et de la responsabilité de l'hébergeur au bout d'un certain moment, quand on a en face de nous des gens qui sont des multirécidivistes, des multicondamnés, et qui, par exemple pour Alain Soral, se revendiquent comme national-socialistes, comme nazis. Voilà. On a souvent posé cette question justement aux hébergeurs, aux responsables des réseaux sociaux, sur le fait que la pédopornographie, ils arrivent à la contrôler, ou en tout cas elle est strictement interdite, que certaines mêmes images dénudées ne passent pas leur filtre, mais que des mots dièses homophobes, antisémites ou racistes peuvent faire florès sur les réseaux. Tout à fait. Est-ce que techniquement on est capable de sortir une vidéo d'Internet et de faire en sorte qu'elle n'y soit plus jamais ? Oui. Oui. Vous avez des algorithmes qui sont développés d'ailleurs en France, qui sont extraordinaires par l'INA, qui sont capables de sortir une vidéo et de la jeter d'Internet. Vous ne verrez jamais, je vous mets au défi, ce que vous êtes en train de dire, de voir, et fort heureusement, de la pédopornographie sur Internet. Vous allez la trouver sur ce qu'on appelle le darknet, où il faut déjà certaines connaissances pour aller chercher ces vidéos, mais vous ne la trouverez pas via Google ou via les moteurs de recherche classiques. Alors est-ce qu'on a les moyens de lutter ? Est-ce qu'on a les moyens techniques ? Oui. Est-ce qu'il y a la volonté de casser la propagande de ces gens-là ? Pour l'instant, on ne la voit pas. C'est une grande question. Un mot peut-être sur cette question, Rudy ? Oui, moi je pense que la loi elle existe déjà en fait. Je suis pas sûr qu'il faille une nouvelle loi d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas non plus, parce que ce serait une paresse intellectuelle, se reposer uniquement là-dessus. C'est-à-dire que je crois qu'il faut combattre pied à pied, argument contre argument. Il faut aussi argumenter contre ces choses-là. Parce que c'est là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que le combat, il est politique et il est idéologique. J'écoutais tout à l'heure Hélène Leuillet et on parlait du passage à l'acte. Il y a un ouvrage important de Norman Cohn, historien des protocoles et sages de Sion, qui s'appelle Warrant for Genocide, un passeport pour un génocide. Les protocoles et sages de Sion comme passeport pour un génocide. Et à mon avis, il ne faut jamais perdre de vue que le complotisme, à un certain degré, c'est un moment du crime. Il accompagne le crime, comme le négationnisme est un moment du crime génocidaire, par exemple. C'est un moment du crime terroriste, le conspirationnisme, parce qu'il arme d'abord intellectuellement les djihadistes. Il leur fournit une justification intellectuelle. C'est au nom d'un vaste complot contre l'islam qu'on va combattre les juifs et les croisés, selon leur terminologie. Et puis, du côté de ceux qui remettent en cause la réalité de ces choses-là, qui estiment que ce sont des mises en scène, ces attentats, il y a quand même l'exonération des criminels de leurs responsabilités. Il y a quand même l'idée d'une diversion. Circuler, de toute façon, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est autre chose, et donc ça contribue aussi à renouveler les conditions qui rendent possible la répétition du crime. Donc je crois qu'il faut jamais perdre de vue que ce sont pas juste des histoires rigolotes, hein, les théories du complot, ça a des conséquences réelles. Hein. Oui, un mot. Moi, j'aimerais ajouter à ça, et je souscris totalement à ça. Il faut bien comprendre quelque chose et que le public maintenant inscrive ça dans son esprit.
derrière ces théories de la conspiration, derrière le néonazisme, derrière les idées radicalistes, vous avez des équipes de professionnels qui travaillent toute la journée à faire en sorte que leur message arrive plus vite que le message républicain. Vous avez des gens qui sont grassement rémunérés, d'accord, par les sites d'égalité et réconciliation, par les équipes du Dieudonné, qui sont des spécialistes en référencement sur Internet, pour faire en sorte que les mots qu'ils veulent voir sortir en premier sortent en premier. Si vous avez par exemple un travail qui a été fait assez extraordinaire sur la sémantique et sur le mot antisionisme, quand vous tapez le mot antisionisme sur Internet, vous tombez directement sur les sites conspirationnistes et compagnie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des liens entrants et sortants informatiques. Ils ont mis en place et ils ont déployé des structures informatiques très importantes avec des centaines de sites qui viennent référencer leur site en premier. Donc c'est ce que vous verrez toujours en premier. Et Rudy me faisait remarquer tout à l'heure dans les coulisses très justement que vous pouvez tous faire l'expérience. Si vous allez sur Google et vous commencez à taper égalité, le mot égalité, EGA, vous allez tout de suite avoir comme proposition égalité réconciliation. Ben ça c'est un travail. Ça c'est un travail et on a des gens aujourd'hui qui travaillent pour lutter contre la République. Donc il faut un moment se défendre. Merci Jonathan. Isabelle ? Oui, moi je voulais dire quand même que même s'il faut déconstruire et que les professeurs par exemple nous disent que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de déconstruire tous ces théories complotistes, malgré tout on a les outils dans la loi, c'est vrai qu'il ne faut pas légiférer, mais on se trouve en pratique face à une lenteur de la justice et une impossibilité. Moi en tant qu'avocat je suis saisie quand même régulièrement, c'est pas plus tard qu'hier, par des clients qui sont visés par des tweets où on appelle au meurtre avec des messages du type toi tu aurais dû être assassiné lors de l'attentat du 13 novembre, etc., avec des gens qui sont visés. Et je sais que j'ai déposé plainte aujourd'hui et que ça va mettre un certain temps. Moi-même personnellement je suis visée sur un site islamiste à la suite d'un voyage que j'ai organisé il y a 1 an en Israël et en Palestine, où j'ai fait venir des professeurs de divers horizons pour sentir la région sur place, etc. Je me suis retrouvée sur un site islamiste, j'ai porté plainte, j'y suis toujours, il y a mon nom, il y a le nom du cabinet, etc. Et ça, c'est assez... Je rejoins tout à fait, il y a un travail avec des professionnels qui sont faits pour matraquer des messages anti-républicains qui va beaucoup plus vite que ce que font nous tous et tous ceux qui luttent pour, au contraire, préserver ce message républicain. Donc, il faudrait que ça aille plus vite quand même. Jonathan et Hélène. D'un mot, ça c'est très important, parce que c'est quelque chose qui a été rendu systématique. Dès que quelqu'un prend la parole, qui ne va pas dans le sens de ces gens-là, il a une punition numérique automatique. Je vous confirme. Dans la minute, et qui a une rémanence. Voilà. Ça laisse des traces. Il n'y a pas de droit à l'oubli dans les campagnes de haine. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que par rapport à ce que je disais, c'est que Internet est un formidable relais pulsionnel. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'état d'urgence juridique, mais Internet met en état d'urgence pulsionnelle. Et c'est le succès du recrutement. Le point commun à tous les recrutés, il y en a un seul, c'est ni sociologique, ni pathologique, ni quoi que ce soit, c'est à un certain moment d'être passé par Internet. Parce que c'est l'état d'urgence. Effectivement, c'est ce que disait Rudy Heinsize sur le Bataclan, c'est-à-dire 5 minutes après l'attaque, il y avait déjà quelque chose. Donc là, il y a aussi quelque chose qui scotche la pulsion et qui fait le grand succès auprès des adolescents. Ça correspond à leur temporalité. Donc il y a évidemment toute la lutte que vous dites, mais il y a aussi une lutte en deçà, qui n'est pas seulement au niveau des contenus, mais qui a un certain rapport, excusez-moi d'employer des grands mots, un certain rapport des adolescents à la temporalité. Cette temporalité Internet, c'est quelque chose qui, au-delà du contenu, les scotch et fait qu'ils sont attirés par cette... Les réseaux sociaux sont une question de pulsion. C'est l'expression immédiate, sans filtre et sans recul. On va prendre les questions de la salle et je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Il y en a déjà une première ici. On va commencer par monsieur, si vous voulez bien. Ici, c'est-à-dire à droite de la salle. Essayez de faire des questions courtes, parce qu'il y a beaucoup de questions et on est déjà très en retard. Oui, moi j'ai ouvert au fait un groupe de réflexion et je vais essayer au fait de vous proposer mon analyse. Et très vite alors. Très vite, si vous voulez. Moi je crois que le djihad au fait c'est une guerre interne à la religion musulmane. C'est à peu près comme comment on appelle ça, la dépression au niveau de l'économie. Il ne faut pas essayer d'agir dessus,
Il faut la laisser, au fait, continuer dans sa marche, au fait, et arriver à un autre système. C'est pareil avec le climat. Nous avons eu des temps de climat chaud-froid. Il ne faut pas essayer d'agir dessus. Il faut les laisser évoluer, comme la Vous nature voulez et tout. laisser évoluer le djihadisme? Non, pas le djihadisme, pas par là. Et l'accompagner. Le djihad, au fait, le début, ça a commencé avec Ali et Abou Bakr. Ça veut dire que c'est une guerre interne au djihad. Et ça a été appliqué pendant les croisades, avec Ousmane le Magnifique et Saladin. Donc à partir de ce moment-là, quand vous comprenez à peu près cette histoire-là, interne à la religion musulmane, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas combattre le djihadisme de l'intérieur à l'Europe. La seule façon de la combattre, au fait, c'est d'enfermer les musulmans européens à l'intérieur de l'Europe, sans lien avec les empires sunnites et chiites. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas combattre le djihad. D'accord. Alors, réponse. D'un mot, il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards de gens qui ne le sont pas. Oui, bien sûr. On va pas tous mourir en attendant que cette guerre interne soit résolue, non? Couper les liens. La réflexion de monsieur, mais après on va passer à une autre question, c'est de couper les liens entre l'islam européen et l'islam chiite et sunnite du Proche et du Moyen-Orient. Il y a une question ici de madame. Très rapidement, on parle de principes depuis ce matin. Comment fait-on pour s'élever contre d'autres principes quand les nôtres sont évidemment bafoués? Quelle égalité? Quelle fraternité? Quand on est né de la mauvaise couleur, on est rejeté. Quand on entend tous les jours à la radio qu'un patron gagne 400 fois ce que gagne un ouvrier, quand on entend ce matin que des milliers de gens mettent des sommes faramineuses à Panama, qu'est-ce qu'on répond à ces gamins? Ça, c'est la première chose. Excusez-moi, je voulais le dire. Deuxièmement, on n'a pas vraiment parlé de la haine des femmes, qui me semble quelque chose d'essentiel. C'est très, 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 très important dans cette lutte, dans cette guerre. Et dernièrement, très vite, il y a des contrôleurs d'Internet. Je voudrais savoir qui contrôle les contrôleurs. Alors, question à Hélène Leyet, peut-être, sur ce qui est dit à ces jeunes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'on a... Faut rapprocher le micro. Pardon. On a une double responsabilité. On a effectivement une responsabilité au niveau des discours, au niveau intellectuel. Ça me fait penser à une conférence que le philosophe Léo Strauss a tenue en 1941, à son arrivée aux États-Unis, sur le nihilisme allemand. Et il incriminait les maîtres de la jeunesse allemande séduite par le nihilisme nazi en disant ils n'ont pas su voir quelle potentialité de oui il y avait dans ce non de la jeunesse. Alors, évidemment, il ne faut pas être naïf dans la possibilité de l'éducation, mais quand même, ça nous rappelle qu'on a une responsabilité dans les discours que nous tenons. Il y a plusieurs choses. D'une part, les discours que nous tenons à la jeunesse sur notre monde ne doivent pas être mensongers. Ils doivent permettre effectivement une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher les problèmes dont vous venez de dénoncer une partie. Mais deuxièmement, notre critique à nous, elle ne doit pas non plus être totalisante, être décliniste. Parce que sinon, on prend la haine en retour. Si on dit on vous laisse un monde complètement pourri, il n'y a rien à faire, il est sûr qu'on tient aussi une certaine responsabilité et la haine nous revient en boomerang. Et puis troisièmement, c'est vrai qu'il faut que le discours qu'on tient à la jeunesse soit un discours qui permette une certaine ouverture, dans laquelle ils puissent s'inscrire sous la forme d'un choix. Parce que si on ne met en avant que la contrainte du réel, effectivement, elle existe, il y a toute la vie pour s'en rendre compte, essayer de l'accepter, mais si on ne met en avant que ceci, il est sûr que le discours qu'on tient ne leur permet pas de s'inscrire. Et donc, évidemment, on se prend aussi cette haine nihiliste en retour. Voilà. Bon, après ça, moi je dirais il y a deux attitudes aussi sur le plan plus psychologique. Celle dont je parlais par rapport à la pulsion, et puis donc d'un autre rapport à la temporalité, que cet état d'urgence dans lequel nous vivons et qui est d'ailleurs un phénomène qui ne touche pas que le rapport à Internet. Bon. Et puis le rapport à l'identité. On n'en a pas parlé, ça rejoindrait peut-être aussi la question des femmes, mais la question d'identité, c'est une grande question de l'adolescence. On l'a vu d'ailleurs dans votre film, Qui suis-je ? C'est quand même une grande question de l'adolescence.
Mais c'est une question que là aussi, on doit leur permettre de laisser ouverte. Hein. Or, dans nos sociétés narcissiques, il faut très tôt, et puis on le demande aux jeunes aussi parfois, très tôt savoir qui on est, ce qu'on veut faire. Et là, il y a une pression exercée, une pression identitaire, qui pour certains se traduit en idéal d'une identité pure, retour à la source, retour à des rôles très établis entre les hommes et les femmes. Là, au moins, il y a aussi des repères, on sait une femme, un homme, exactement ce que c'est. Et donc, si on ne veut pas qu'il y ait ce court-circuitage identitaire, il faut qu'on tienne des discours un peu ouverts aussi. Oui, mais j'ai envie en même temps de vous dire que c'est pas suffisant. Parce que heureusement que tous les jeunes et moins jeunes qui sont révoltés par les inégalités, le fait qu'un patron puisse gagner 400 fois le salaire d'un ouvrier, etc. Heureusement que tous ne basculent pas dans le djihadisme. Donc il y a bien un élément, une clé en plus. Bien sûr, c'est-à-dire que la critique, c'est toujours une discrimination, toujours un rapport du oui et du non. C'est-à-dire que la critique, elle doit être complètement aussi vraie que possible sur notre monde et sur ce que nous laissons, nous aussi, à notre génération, comme état du monde, avec des inégalités qui s'accroissent tous les jours, tous les ans au niveau mondial, et dont le dernier scandale témoigne encore la réalité. C'est-à-dire que la critique, elle doit être implacable aussi. C'est ça, un discours qui n'est pas mensonger. Mais une critique implacable n'est pas une critique totalisante. De dire, il faut tout détruire. C'est là peut-être qu'est la nuance et qui fait qu'on peut récupérer un certain jeune pour qu'il ne bascule pas dans cette tentation toujours totalisante de la critique, c'est-à-dire tout est à jeter, tout est pourri, qui rejoint la critique populiste. Hein, je veux dire, tout le monde est opprimé par une petite minorité qui tient le jeu, donc il faut tout renverser. Hein. C'est ce type de raisonnement-là sur lequel on doit essayer d'avoir un peu de prise par une vraie tradition critique, c'est-à-dire discriminante aussi. Sur la question des femmes, Isabelle, est bien courte cette jupe, hein. Oui. Ouais, pas très pudique. C'est ce que je suis en train de me dire en me voyant dans l'écran. Je dis, voilà. C'est pas moi qui vous en fais le reproche. C'était une plaisanterie, bien sûr. Sur cette question des femmes, Isabelle, donc les jeunes que vous avez rencontrés, je suis sûre que cette question-là est venue à un moment ou à un autre, mais au-delà de ces populations qui sont souvent montrées du doigt comme étant des territoires particulièrement inégalitaires pour les femmes, il y a quand même au-delà une forme d'acceptation au nom de la tolérance pour l'expression des religions, on l'a encore entendu tout à l'heure, il y a une espèce d'acceptation, de recul des droits des femmes dans nos sociétés modernes. Ah mais absolument. Et j'ai lu ce week-end un article d'Elisabeth Badinter qui rappelait que Daniel Mitterrand militait pour le droit à l'excision au nom du respect des cultures, et de la polygamie. Oui. Oui. Et nous, ce que j'ai constaté moi dans mes expériences, c'est que d'abord le sexisme s'accroît à l'école et pas seulement dans des classes de ces établissements qui sont à Noisy-le-Sec. Et les filles intègrent cette espèce de primauté du garçon sur ce qu'elle porte, son attitude, comment elle doit être. Et on a entendu au cours des 4-5 dernières années, pour la première fois, des filles dire si celle-ci, elle s'est fait agresser sexuellement, après tout, elle est habillée comme une pute, alors finalement, elle l'a bien cherché. Et c'est absolument terrifiant. Et on est face notamment à des enseignants où j'ai parlé longuement avec un chef d'établissement, par exemple, qui m'expliquait que, bien sûr, être voilée à l'école, c'était interdit et qu'il devait se battre avec les jeunes filles qui voulaient absolument être... et qu'il était obligé de faire des compromis, c'est-à-dire leur dire, vous pouvez mettre un haut et un bas différents, même si vous êtes couverte plus ou moins de là à là. Et que moi, je crois qu'il faut aussi aider, puisque ça se fait beaucoup à l'école, tous ces enseignants, tous ceux qui encadrent ces jeunes, et en particulier ces jeunes filles, à les faire sortir de l'école. Quand il y a des sorties et qu'elles veulent sortir voilées, il faut rencontrer les parents, il faut se battre, ça ne peut se résoudre que de cette manière-là. Mais c'est vrai que des dernières années, on a constaté quand même que les droits des femmes étaient de plus en plus, et des jeunes filles, des filles de plus en plus jeunes, étaient bafouées. C'est effrayant. Question là, ça va peut-être prendre une question en haut, la dame.
Ah oui, les contrôles. Oui, alors rapidement, le contrôle des Rapidement, celui qui contrôleurs a le plus d'argent. d'Internet. Voilà. Si vous déployez assez d'argent, vous aurez assez de techniciens, vous contrôlerez un message. Alors, question à l'étage. On vous apporte un micro, comme ça on vous entend mieux. De l'ensemble des actions qui sont faites, que ça soit dans les écoles, que ça soit les aides auprès des professeurs, que ça soit sur Internet, le contrôle. Moi, je suis avocate en nouvelles technologies, donc je connais. J'ai aussi été dans les écoles avec Coexist, que vous devez connaître aussi. À quand la coordination de toutes ces actions? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de parler des textes, des valeurs, de l'éducation, etc., mais il y a une multitude d'actions qui sont faites au quotidien, mais aucune coordination, à part de dire bravo à l'ensemble de ces associations et autres, en fait. Voilà. Il nous faudra un ministère ou un secrétariat d'État. Oui, monsieur, vous aurez la parole. Peut-être une réponse? Je ne suis pas sûre que... Enfin, vous savez, en 2004, il y avait ce rapport de Ruffin qui expliquait tout ce qu'il fallait faire et la situation à l'école et qui donnait des clés. Et puis, on a assisté à le lancement de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On a entendu les gens du ministère de l'Éducation qui ont mis en place tout un tas de choses, d'outils, mais qui finalement étaient ceux qui étaient préconisés il y a 12 ans. Alors, je ne suis pas sûre que la coordination, ce soit la clé. C'est bien la coordination, mais en tout cas, moi, les initiatives, en ce qui me concerne, c'est parce que je n'ai pas attendu d'avoir des aides, d'avoir des relais, d'avoir de l'argent qu'on a de toute façon jamais sollicité, a fortiori jamais eu, que moi, je crois beaucoup aux initiatives des uns et des autres. C'est bien si on peut coordonner, mais je trouve qu'en fait, il y a tellement de choses à faire que si on commence à faire une commission pour réfléchir, pour mettre en place des choses, etc., j'ai peur que ça paralyse un petit peu le système. Mais c'est mon point de vue. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai une oreillette et j'ai des instructions répétées sur le fait que là, on est très, très en retard. Alors, monsieur, je sais que vous voulez parler depuis tout à l'heure, mais faites une intervention la plus courte possible et ce sera la dernière pour cette table ronde. Mais la matinée continue, bien sûr, enfin l'après-midi. C'est bon, oui. Oui, merci. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a des choses qui existent, hein, et je voulais souligner, puisqu'il y a plein de gens motivés ici, que le ministère de l'Éducation nationale, justement, décrié sur plein de choses, a lancé, il y a un peu plus d'1 an, ce qui s'appelle la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Absolument. Il suffit de se rendre sur le site du ministère et de cliquer sur l'onglet réserve citoyenne pour s'inscrire. À partir de là, vous pouvez être appelé. Et j'en témoigne, on travaille là-dessus pour que ce qui existe donc maintenant passe dans les faits. Il y a un travail en étroite relation avec le ministère pour qu'effectivement les enseignants qui sont, comme vous l'avez dit, pas mal démunis par rapport à ça, fassent appel à des gens comme vous tous, hein, je vous invite à aller vous inscrire, pour venir aider, hein, dans le cadre de leur programme, à porter la parole citoyenne et républicaine. Ça existe, il faut en profiter. Merci. Le mot de la fin pour vous, Rudy. Merci. Pour compléter ce que vous dites, le ministère de l'Éducation nationale a aussi fait une journée d'études le 9 février dernier sur le phénomène complotiste pour essayer de faire émerger les bonnes pratiques qui s'établissent chez beaucoup de profs, d'enseignants qui ont développé notamment des cours d'autodéfense intellectuelle, enfin des choses comme ça. Mais évidemment, on est face là, que ce soit pour le djihadisme ou le conspirationnisme en général, face à un défi civique. Et l'État peut accompagner, peut appuyer certaines initiatives venant de la société civile, mais il ne peut pas s'y substituer. Je crois que c'est vraiment à nous, tous, collectivement, d'affronter ce défi-là. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.